Pontoise a d'énormes atouts dans différents domaines. Pour rappeler, nous avons quand même un tissu industriel, économique, d'entreprises, PME, TPE. On a 11 000 entreprises, si vous voulez. On a 100 000 salariés sur notre territoire. Et je pense que nous voulons maintenir cette attractivité et c'est ainsi que nous faisons cette attractivité par des rendez-vous qui sont les Tech Days ou voire d'autres. Donc je remercie Éléonore et puis les équipes de la CACP, les équipes de Jean-Claude Célestin de la Turbine et apprécier ces locaux, c'est un endroit relativement intéressant. Collaborer avec des structures innovantes du territoire, et donc que ce soit des écoles, des laboratoires, des plateformes, d'autres entreprises, et rejoindre du coup un réseau d'entreprises générateurs d'affaires. Donc c'est vraiment, l'objectif pour nous, c'est vraiment de vous montrer, selon les thématiques qu'on propose, une palette de possibilités en fait qu'on peut, voilà, de success stories, de possibilités qui s'offrent à vous sur ce territoire. Donc j'espère que cet événement vous apportera plein de solutions. On a la chance d'avoir des intervenants de qualité, donc profitez voilà, de cet événement. N'hésitez pas, il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à garder vos questions, vous aurez la parole à la fin pour pouvoir intervenir avec les intervenants. Voilà, bonne Tech Days à tous. Merci Céline. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Magali, je suis Project Manager à la Turbine. Donc quelques mots sur la Turbine. La Turbine, donc c'est un projet piloté par l'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est un lieu d'accueil de jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs, dont Bataillog. Donc qu'est-ce qu'on fait à la Turbine? Donc les entrepreneurs ils viennent y trouver un espace de travail, donc des bureaux, soit des bureaux en open space ou des bureaux individuels. Ils vont y trouver aussi une équipe dédiée, puisqu'il y a beaucoup d'accompagnement individuel et collectif. Donc le but, c'est vraiment de les accompagner dans le développement de leur activité. Et puis enfin, une communauté. Alors une communauté d'entrepreneurs, mais aussi une communauté de partenaires, puisqu'on les met en réseau, notamment avec des banques, experts comptables, etc., pour les aider aussi à développer leur activité. Voilà, la Turbine aujourd'hui, c'est 75 entreprises, 77 pardon, 75% de taux d'occupation et c'est 311 emplois depuis la création. Donc il faut savoir qu'on a ouvert en janvier 2020, voilà, et que aujourd'hui donc on est assez content effectivement de recevoir ces 77 entreprises. Alors la Turbine c'est aussi 3 sites. Là c'est le site du port, c'est le plus important en termes de surface, 5000 m² de bâtiment, mais vous avez aussi le site de Maubuisson, à l'abbaye de Maubuisson. Là on accueille plutôt des projets qui sont liés à la culture, à l'art et au patrimoine. Et puis les ateliers de Chenevière qui sont des cellules industrielles d'environ 100-120 m² à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez un logo avec les 3 petites branches de la Turbine. Voilà, bah écoutez, en tout cas moi je suis à votre disposition si vous voulez des renseignements et si vous voulez tout simplement visiter les locaux. Voilà, bon Tech Days à tous. Bonjour à tous, désolée pour ce petit retard donc, qui était lié à des contraintes d'organisation personnelle. Merci aux participants, enfin aux organisateurs plutôt de m'avoir invité à participer en fait à cette Tech Days dédiée logistique. Merci également à Nextmove, donc partenaire de l'événement, si j'ai bien compris, et qui a joué les entremetteurs en fait entre LSN donc et puis l'agglo de Cergy-Pontoise. Alors, avant de parler plus précisément des sujets, des enjeux pour la logistique, peut-être vous parler en quelques mots de LSN, de qui on est et de ce qu'on fait. Donc, LSN pour logistique Seine-Normandie, donc est une association loi 1901 créée en 2003 et qui fédère et défend les intérêts, fédère et défend les intérêts des acteurs de la filière logistique en Normandie. Donc association, la présidence est assurée par Madame Sonia Dubès, la PDG de Normandie Manutention. Et l'ESN, c'est environ 192 adhérents au profil varié. Et on a forcément des acteurs du transport et de la logistique, des apporteurs de solutions, des prescripteurs de l'emploi et de la formation,
quelques industriels chargeurs, même si ça ne constitue pas notre cœur de cible, et puis également des territoires, des collectivités qui sont confrontés à des problématiques logistiques et qui s'appuient sur l'expertise et les scènes pour mettre en place des politiques publiques qui soient logistiques compatibles, dans tous les cas, qui intègrent les enjeux logistiques dans les problématiques, dans les enjeux d'aménagement. La raison d'être aussi des LSN, c'est d'assurer, de permettre en fait la performance et la compétitivité des acteurs de la filière. Et pour ça, on développe un ensemble, on a un programme d'action en fait qu'on peut diviser en fait en 5 grandes items, 5 grandes thématiques. Le premier concerne tout ce qui concerne l'animation de réseau. Donc fédérer, animer un réseau d'acteurs régional, et donc ça on le fait notamment à travers l'animation de 6 clubs logistiques à l'échelle de la Normandie. Donc au Havre, Rouen, Évreux, Dieppe, Saint-Lô et Caen. Et donc ces clubs logistiques nous permettent d'avoir un contact plus étroit, plus fort en fait avec nos adhérents, et de pouvoir avoir des remontées terrain et des remontées des problématiques en fait des entreprises assez qualitatifs. L'autre grand bloc d'action concerne tout ce qui concerne la performance des entreprises et le développement de leur business et de leur compétitivité. Donc ça se traduit notamment par l'organisation d'événements en B2B, la participation à des salons, la SITL notamment. Autre bloc d'action, tout ce qui concerne l'emploi, la promotion des métiers, la valorisation des compétences et également toutes les problématiques liées à la RSE. Quatrième bloc d'action, les sujets innovation. Alors peut-être le saviez-vous, mais donc, il y avait jusqu'à la fin de l'année dernière un pôle de compétitivité logistique, donc qui s'appelait Novalog. Novalog a cessé d'exister, donc à la fin de l'année dernière. Et donc la région Normandie a demandé à LSN de reprendre une partie des missions de Novalog, et notamment tout le volet animation de l'innovation en région. Et donc depuis le début de l'année 2021, on développe en fait une offre innovation à destination des startups et des entreprises du transport et de la logistique qui cherchent à innover et qui ont des problématiques d'innovation. Et enfin, cinquième bloc d'action, tout ce qui est lié au territoire, donc connaissance connaissance de la filière logistique, prise en compte des sujets logistiques dans les problématiques d'aménagement du territoire, et in fine ce bloc territoire dont j'ai plus particulièrement la charge a pour vocation de contribuer à l'attractivité du territoire normand et de l'axe Seine, on y reviendra, pour des implantations et des développements logistiques. Donc, je vous le disais, les scènes filières normandes, donc notre terrain de jeu, on va dire, et notre cœur de cible, c'est la Normandie. Hein. On est financé à hauteur de 50% sur notre programme d'action par l'Agence de développement de la Normandie, donc qui est le bras armé de la région Normandie pour le développement économique. Les 50% restants sont issus de nos fonds propres, hein, cotisations adhérents et vente de prestations. Donc des travaux à l'échelle de la Normandie, mais une réflexion axe Seine, et en fait on intègre dans nos réflexions l'Île-de-France en fait à travers l'axe Seine et la vallée de la Seine, puisqu'il s'agit d'un axe logistique majeur, et les interdépendances entre les deux régions sur ces sujets logistiques sont particulièrement prégnants. Et donc, pour mener ces actions à l'échelle de l'axe Seine, on a des financements complémentaires sur un certain nombre d'actions et de projets à travers le CPIER Vallée de la Seine, donc avec des financements État, région Normandie, là pour hors ADN, et région Île-de-France. Alors, quelques chiffres clés, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir replacer en fait les sujets un peu dans leur contexte. Donc là, je raisonne Normandie plus Île-de-France. Hein, donc
Donc, on a deux ports, Aropa et Port de Normandie, donc deux ensembles portuaires qui sont complémentaires, sur la façade maritime normande et l'autre Aropa, donc un port d'Axe maintenant, avec le regroupement des ports du Havre, Rouen et de Paris depuis le 1er juin dans un établissement portuaire unique. La spécificité aussi, c'est qu'on a un corridor de transport portuaire et multimodal d'envergure européenne, donc c'est le lien Le Havre-Paris. Si on considère l'ensemble des métiers de la logistique, donc on estime qu'en Normandie et en Île-de-France, on a 460 000 salariés qui exercent une activité en lien avec la supply chain, que ce soit dans des entreprises du secteur transport et logistique ou des entreprises d'autres secteurs d'activité, donc par exemple des industries qui intègrent des fonctions logistiques dans leur process. 12 000 établissements, un quart des emplois logistiques français, du secteur transport et logistique français sont situés en Normandie et en Île-de-France, donc un poids considérable, un secteur d'activité qui est particulièrement dynamique, puisque sur la période 2010-2020, on estime qu'il y a eu plus de 28%, plus 28%, c'est la variation du nombre de salariés des établissements du secteur, donc une croissance de l'emploi et un dynamisme de ces entreprises qui est particulièrement prégnant. Et puis, dernier chiffre clé, 19 millions de mètres carrés de surface d'entreposage, donc ce qui en fait l'ensemble régional, le premier ensemble régional français pour l'activité logistique. Alors, je me suis amusée à voir ce que ça a donné pour le territoire, à avoir des petits chiffres de comparaison pour le territoire de Cergy-Pontoise, à titre de comparaison. Donc, Cergy-Pontoise, c'est 1,6%, l'agglo de Cergy-Pontoise, c'est 1,6% des emplois salariés du secteur transport et logistique en Île-de-France. On estime qu'il y a 4,1% des salariés du territoire qui travaillent dans une entreprise du secteur du transport et de la logistique. Donc là, on est dans les moyennes nationales et régionales. 4,8%, donc c'est la variation de l'emploi entre 2010 et 2020, donc y compris sur Cergy, ça reste un secteur d'activité qui est dynamique. Et à titre de comparaison, si on regarde l'évolution de l'emploi salarié total, tout secteur d'activité confondu, sur la même période, on a une croissance qui est nulle, qui est très légèrement négative. Donc voilà, ça souligne encore plus le dynamisme de ce secteur d'activité. Et puis sur les 19 millions de mètres carrés de surface d'entreposage, on en compte 550 000, donc de plus de 5 000 mètres carrés, donc sur le territoire de Cergy. Voilà pour les petits éléments de contexte. Si on s'intéresse maintenant aux enjeux, aux défis de la logistique au sens large. Donc là, ce que je vous propose, c'est une approche non exhaustive. C'est notre analyse chez LSN. Et voilà, c'est aussi être un sujet de discussion. Je vous livre ces éléments-là aussi à votre réflexion. Donc, premier enjeu qui est très prégnant sur nos territoires, c'est celui du développement portuaire, industriel et territorial. J'insiste aussi sur la question de développement territorial. Donc, développement portuaire, bien évidemment, puisque un port et des activités portuaires ont besoin d'être adossés à des zones d'activité logistique pour pouvoir traiter la marchandise. Et plus le port est dynamique, plus il y a de marchandises qui transitent par le port, en particulier de la marchandise containerisée, plus on aura besoin de surface d'entreposage pour traiter cette marchandise. De la même façon, sur le volet développement industriel ou une compétitivité industrielle, on a besoin d'une chaîne logistique et donc d'équipements, on va dire, logistiques qui soient performants pour le dynamisme en fait et la compétitivité de notre industrie. Il n'y a pas d'industrie performante sans logistique performante derrière. Et puis sur le volet territorial, effectivement, c'est plutôt sous l'angle attractivité territoriale, accès, tout ce qui est bien de consommation, s'assurer
les magasins sont approvisionnés correctement pour répondre aux besoins du quotidien de la population, bah voilà, c'est aussi un enjeu et on l'a vu pendant la crise sanitaire. Alors, je vous ai mis en fait en dessous les défis en fait qui sont liés à ces enjeux. Donc sur le volet développement portuaire, industriel et territorial, il y a un défi qui va être celui de la localisation et la qualité du foncier et du bâti logistique. Il y a un enjeu, enfin un défi plutôt aussi autour de la recomposition des chaînes logistiques avec voilà, une conséquence, on va dire, post-crise Covid. On s'attend en fait à des relocalisations de certaines activités de transformation et donc d'une façon générale une recomposition des chaînes logistiques. Et puis autre défi, celui alors là qui concerne plutôt la problématique portuaire, celui du développement des modes massifiés avec un enjeu de desserte élargie de l'interland portuaire permise par les modes massifiés, en particulier le mode ferroviaire. Deuxième enjeu qui aurait presque pu être mis en premier, c'est celui de la décarbonation des chaînes logistiques. Donc pour moi, c'est le sujet de préoccupation quasiment numéro 1 des entreprises du secteur, puisque voilà, il y a des obligations réglementaires maintenant. Hein, d'ici 2030, on devra avoir réduit de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, et puis avec un objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc c'est dès maintenant que ça se prépare et que ça s'anticipe. Et donc parmi les défis qu'on peut citer, il y a celui du recours à des modes de transport qui soient complémentaires aux camions, donc que ce soit fluvial, ferroviaire, cyclo-logistique notamment. Et puis le développement des nouvelles énergies et l'évolution des motorisations, motorisation des flottes fluviales, motorisation des flottes de camions, notamment. Troisième enjeu, celui de la logistique urbaine et de la livraison du dernier kilomètre. Donc là, c'est lié notamment aussi au développement du e-commerce. Et donc parmi les défis ou les leviers, on a bien évidemment la mise en place des ZFE, donc des zones à faible émission, donc qui va être rendu obligatoire pour toutes les agglos. Alors j'ai plus le seuil en tête, mais il y a un seuil au niveau du nombre d'habitants. Le défi aussi, c'est voilà, l'adaptation et la prise en compte de l'évolution des modes de consommation. Donc j'ai parlé du e-commerce tout à l'heure, il y a aussi la problématique circuit court. Donc tout ça, ça crée des nouveaux besoins, des nouvelles attentes et donc des nouvelles problématiques logistiques. Et puis dernier levier défi, donc là plutôt sous l'angle aménagement urbain, qui va être celui, finalement on rejoint la problématique foncier et bâti, et donc qui va être celui du développement de centres de distribution urbains ou d'espaces logistiques de proximité pour pouvoir à la fois assurer une livraison, des conditions optimales de livraison, et donc en lien aussi du coup avec les exigences aussi des nouveaux modes de consommation e-commerce. Hein, on cherche à être livré maintenant des fois en 24 heures, parfois moins. Donc derrière, ça suppose qu'on a des stocks à proximité, et on a des espaces qui permettent de stocker la marchandise et de la livrer dans des délais qui sont les délais attendus. Et puis dernier enjeu, celui de la gestion des ressources humaines. Donc là aussi, un enjeu qui est fondamental. Le secteur transport et logistique, c'est un secteur qui est dynamique au niveau de l'emploi, mais qui est confronté à de grosses difficultés de recrutement, de fidélisation des salariés, des employés. On le voit notamment sur les problématiques actuellement sur les pénuries de chauffeurs routiers qui posent des questions des enjeux et des problématiques d'approvisionnement. Hein. Et donc parmi les actions leviers, il y a tout ce qui va être promotion des métiers, formation et valorisation des compétences, et puis également tout ce qui va être développement de politiques RSE
politiques RSE qui permettent de travailler en partie, notamment sur le sens, la quête de sens dans les entreprises, sur l'environnement au travail, la qualité de vie au travail, etc. Voilà. Et puis un enjeu transversal en fait que j'ai pas mentionné mais qui me semble important à rappeler, c'est celui de la digitalisation et la numérisation, puisqu'on a ce qu'on constate en fait, c'est que les entreprises du secteur du transport et de la logistique, pour certaines, sont en retard sur ces problématiques-là. Donc il y a un vrai enjeu à accompagner et à permettre la digitalisation, qui est aussi un levier de performance. Et puis, le levier en fait transversal de tout ça, c'est l'innovation. Et l'innovation qu'on retrouve, qui va être un levier en fait pour répondre à chacun de ces quatre enjeux. Je pense que je suis encore dans le timing, j'ai encore 2-3 minutes pour faire un focus sur le label 6PL, qui a été c'est une action qui a été mise en œuvre par LSN. Donc, c'est un label RSE qui est dédié aux activités d'entreposage, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. Donc, pas besoin d'être une entreprise du secteur transport et logistique pour bénéficier de ce label. C'est un label qui est reconnu par l'ADEME et qui s'inscrit dans le référentiel RSE national logistique. Donc, aujourd'hui, on a 19 entreprises labellisées en Normandie et en Île-de-France, et on espère que ce chiffre va grossir. Donc, je vous ai mis en référence le lien vers le site internet si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de ce label, et puis le contact de ma collègue Karine, qui est spécialiste de ces sujets chez nous. Deuxième petit focus que je voulais vous faire, celui sur l'offre foncière à vocation logistique. Je vous en ai parlé comme d'un enjeu en fait. Donc on mène chez LSN historiquement une action qui consiste à observer les offres foncières disponibles, observer et valoriser les offres foncières disponibles pour des implantations logistiques. Ce qu'on constate, c'est que globalement, donc on le fait à l'échelle de la Normandie et sur la partie ouest francilien. Ce qu'on constate, c'est que globalement, on a une diminution de ces offres foncières et on a une baisse, on va dire, de la qualité des offres foncières disponibles, donc ce qui pose question. Et on a en plus une difficulté d'accès au foncier compte tenu des problématiques environnementales dont il faut tenir compte et des problématiques aussi de sites et sols pollués qui complexifient l'accès au foncier. Et donc, pour essayer d'apporter une réponse à ces problématiques foncières, on a initié chez LSN une démarche qui consiste à mettre en œuvre un schéma de cohérence logistique régionale. Donc, c'est une démarche qui est innovante en fait au niveau national, puisque c'est la première fois qu'un tel travail est réalisé à l'échelle d'une région. Et donc, ce schéma de cohérence logistique régionale, il va avoir 3 objectifs. Le premier objectif, penser et sécuriser sur le long terme une offre foncière à vocation logistique, qui soit coordonnée, complémentaire et adaptée aux besoins de chacun des acteurs, donc les acteurs économiques et les acteurs territoriaux. Permettre un développement logistique qui tienne compte des enjeux environnementaux. Donc là, on touche aussi aux problématiques d'intégration urbaine, paysagère, de l'activité logistique et du coup, in fine, de son acceptabilité sur les territoires. Et puis, le dernier objectif, vous l'aurez compris, disposer d'une offre foncière qui soit qualitative. Derrière 3 enjeux qui rejoignent en fait les 4 enjeux que je vous ai cités tout à l'heure, celui de l'attractivité du premier ensemble portuaire et logistique français, donc AROPA, la compétitivité du tissu industriel normand et francilien et les sujets d'attractivité, de maillage territorial et d'accessibilité aux services logistiques. Et donc, c'est un travail qu'on mène en partenariat avec les collectivités et les acteurs économiques. On est sur un cadre de référence qui est non prescriptif, sur un instrument de prospective pour penser sur le long terme
les projets et les besoins de la filière logistique. Et puis surtout, c'est un document qui a vocation à être un espace de dialogue entre acteurs, entre territoires, pour confronter les visions, et à la fois les visions d'aménagement, les usages et les enjeux de développement économique et donc les besoins associés à ces enjeux, les besoins fonciers en particulier. Voilà, j'en ai fini pour mon intervention. J'espère avoir été claire et voilà, avoir tenu le timing. Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des questions. Merci beaucoup Lucille pour cette intervention à distance. Alors vous avez pu vous présenter les enjeux de manière globale de la logistique et ça fait une très bonne transition avec notre prochaine intervention. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Tariq Baba qui est le fondateur de la start-up Bataillelock qui est hébergée ici même au sein des locaux de la Turbine. Et nous allons avoir une présentation du coup d'un nouveau modèle de gestion de la logistique chantier qui allie aussi bien la productivité que l'écologie. Je vous donne ça et je vous Bon, bonjour à tous, merci en tout cas pour la communauté d'Aglo et aussi pour l'université CY ainsi que le CZ 95 de permettre ce type de rencontre. Je me réjouis encore plus qu'ils aient choisi le thème de la logistique, qui est notre thème de prédilection, en tout cas de notre start-up Bataillelock. Merci Eleonore aussi qui a permis un peu cette intervention. Moi je suis Tariq Baba, je suis le fondateur de Bataillelock. Comme il l'a dit Monsieur Le Cam, je suis en gestation ici. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va accoucher, mais en tout cas on est en gestation actuellement au sein de la turbine. J'ai un fort ancrage aussi en tout cas dans le Val d'Oise parce que j'ai fait mes études à l'ENSEA, je suis diplômé de l'ENSEA, je l'ai complété par une formation managériale et commerciale à l'ESSEC. On suis allé plus loin à l'ESCP par rapport à une formation aussi finance, mais en tout cas j'ai un fort ancrage, j'habite aussi la communauté d'Aglo et en tout cas ça me tient à cœur de développer l'activité au sein du Val d'Oise et la communauté d'Aglo de Cergy-Pontoise. Alors le but de mon intervention c'est de vous parler aussi d'un projet qui nous tient à cœur par rapport à la logistique chantier. Donc on a une approche très sectorielle qui est tout ce qui est logistique chantier. Donc Lucille j'espère en tout cas qu'on répond aux différents enjeux de la logistique à la présocie. Donc c'était une très bonne introduction en tout cas pour nous. On essaie de répondre à ces différentes problématiques. Avant de vous présenter notre projet par rapport à la logistique chantier, c'est juste vous faire un tour d'horizon de ce qu'on fait et qui nous sommes. J'ai découvert le terme parce que je ne le savais pas, elle a parlé de 6PL. On croyait qu'on était au dernier niveau de l'externalisation logistique, elle a parlé de 6PL, il faut que je découvre, mais nous on se définit comme 5PL. Donc pour ceux qui ne sont pas du milieu de la supply chain et de la gestion logistique, c'est le dernier niveau de l'externalisation d'une chaîne logistique. Soit vous êtes au premier niveau 1PL, c'est-à-dire vous transportez un produit d'un point A à un point B, donc là c'est le premier niveau d'externalisation. Et nous, on assure autant que 5PL le transport, le stockage, la préparation des commandes, et on coordonne tout le flux logistique grâce à notre plateforme digitale. Donc ça c'est vraiment notre valeur ajoutée, c'est cette externalisation clé en main. Donc il faut qu'on introduise la notion, Lauriane, de RSE pour être maintenant 6PL. Donc ça fera partie peut-être de notre axe de développement, en tout cas futur. Alors, on le fait, on a, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une approche très sectorielle dans le milieu des chantiers. Alors, pourquoi ce secteur-là en particulier ? La première, c'est parce que moi, je viens plutôt de cet environnement-là. Donc, moi, j'ai une première partie de carrière dans tout ce qui est installation chantier. Et c'est là où j'ai senti effectivement le besoin. Et surtout, c'est des acteurs qui sont un peu éloignés de cette industrie qui est la logistique qu'on peut industrialiser. Et le modèle 5PL, c'est-à-dire une externalisation complète, ça apporte une vraie valeur ajoutée à ce type d'acteurs. Alors, comment on le fait et comment on se distingue par rapport à des logisticiens classiques ? Nous, on est un peu au cœur de tout le processus, c'est-à-dire Bataillelock se situe plutôt au sein du processus de ses clients, à la différence d'un logisticien classique qui va être plutôt dans une gestion entrepôt qui va gérer juste les flux à ce niveau-là en termes d'entrée et de sortie.
nous, on se met dans une vision 360 degrés qui nous permet d'anticiper les besoins. Donc on est en relation directement avec les bureaux d'études au moment où le projet est conçu pour pouvoir identifier les besoins. Ce qui nous permet aussi de coordonner avec les achats toute la chaîne d'approvisionnement avec les différents fournisseurs. Donc ça nous donne aussi un avantage d'anticipation des besoins. Et on pilote les différents entrepôts en termes de tout ce qui est réception de matériel avec les outils adéquats, WMS ou potentiellement la gestion de transport avec des outils tels TMS ou autres. Et le dernier maillon qui nous permet aussi de se distinguer de la chaîne logistique, c'est qu'on va aussi jusqu'à la coordination in situ sur le chantier. Alors ça, c'est un point important qu'on met en avant parce que ça nous tient à cœur aussi toute cette vision 360 degrés et d'être aussi dans la logistique reverse et tout ce qui est logistique retour, ce qui est aussi un point important pour tout ce qui est économie circulaire. Donc avec cette approche-là, on favorise aussi le réemploi. Donc si on a aussi des chantiers qui nécessitent le même matériel, on favorise aussi cette vision sur le réemploi et ce qu'on peut introduire sur des nouveaux chantiers. Alors, comment on le fait? Je considère aujourd'hui Bataillog, on a 3 atouts qui nous permettent en tout cas d'atteindre cet objectif-là. Le premier atout, on a la double compétence. Le milieu de l'installation et du chantier, il ne connaît pas le milieu de la logistique. Le milieu de la logistique ne connaît pas forcément les problématiques. Donc nous, on intervient entre les deux avec cette double expertise et cette double compétence. Le deuxième, nous, on travaille autant que 5PL qu'avec des partenaires sélectionnés, chacun spécialisé dans son secteur, et on assure la coordination de l'ensemble. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce qu'on a développé plutôt en interne. On a développé notre propre plateforme digitale qui permet d'avoir cette vision 360 degrés sur toute la chaîne. De l'approvisionnement, comme ce que je vous dis, jusqu'à la logistique reverse. Alors, juste pour vous donner un cas d'usage, pour situer un peu dans quel secteur nous pouvons intervenir, là, depuis 2 ans et demi, vous entendez tous parler du déploiement de la 5G auprès des opérateurs. Donc, il y a un des installateurs, des opérateurs qui nous a mandaté et on pilote toute sa gestion logistique. Alors, juste pour donner quelques chiffres, un chantier d'installation télécom, il ressemble à peu près à ça. Donc là, c'est des petits chantiers récurrents de toute France. Donc là, le marché sur lequel on est intervenu, c'est au niveau national. Donc les points que vous voyez ici, c'est plutôt les points d'installation. Et on lui a proposé une solution de centralisation de tout le stock au niveau national. Donc on a un entrepôt avec 2 partenaires, en tout cas, que nous coordonnons, aux alentours de 5000 m². On reçoit de différents fournisseurs. Donc là, que ce soit les équipementiers, que ce soit Huawei ou Nokia, on coordonne avec ces fournisseurs-là la réception de matériel et aussi l'ensemble des petites pièces. Donc vous voyez une chaîne logistique dans les télécoms, il y a des antennes, des équipements actifs, il y a de la métallerie et il y a aussi des équipements électriques. Et donc on centralise tout dans un point central et on vient dispatcher toute France avec des partenaires qui sont répartis sur tout le périmètre national au plus proche de là les techniciens vont intervenir. Du coup, on fluidifie, on massifie les flux de réception et on vient éclater aussi avec des moyens de transport regroupés par rapport aux zones. Alors, l'intérêt pour le client, il y a déjà cette massification des flux à un endroit, donc il y a un intérêt économique, en tout cas par rapport à cette gestion-là, et surtout, on lui assure une flexibilité. Pendant 2 mois, il a assuré le déploiement de la 5G à Strasbourg, on a ouvert un centre temporaire de stockage temporaire pour que les techniciens terminent, et après, on a cette agilité dans ce modèle 5PL. Alors, donc ça, c'est ce qu'on fait. Ce que je viens vous présenter, c'est plutôt une ambition sur laquelle la région Île-de-France, on a un partenariat avec la région Île-de-France. Donc on a créé une offre qui part un peu de notre expertise, en tout cas sur la gestion des chantiers au sein de la métropole et de la région Île-de-France, autour de la productivité avec une transition écologique. Alors, les doléances qu'on a récoltées, que ce soit de la région Île-de-France, de la métropole et aussi de la ville de Paris, le premier, on a parlé lucide tout à l'heure, c'est aussi la congestion des villes. Bon, je pense que ce n'est pas un scoop pour l'embouteillage, en tout cas en région parisienne. Le deuxième point aussi, Lucille en a parlé, c'est la pression du foncier. Trouver des mètres carrés de stockage au sein de Paris, ça reste quand même presque une mission impossible, et surtout pour des projets d'aménagement de grande ampleur. Et le troisième, tout le monde parle de l'économie circulaire, tout le monde veut réintroduire, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de déchets et de la non-utilisation dans le BTP et dans les métiers de construction, mais aujourd'hui, on n'a pas encore
la recette miracle pour pouvoir remédier à ça. Alors, notre analyse, si je la simplifie un petit peu, les constats qu'on vient de faire, ce n'est que la résultante du modèle actuel qui est mis en place. C'est-à-dire que vous avez, là ça représente plutôt la métropole, c'est plusieurs chantiers qui sont dispersés, on va dire, au niveau du territoire de la métropole, mais la coordination des flux n'est pas faite. C'est-à-dire chacun va appeler son fournisseur, livre-moi telle date ou telle heure. Donc il n'y a aucune coordination qui est faite, ce qui génère une multiplicité des flux entrants et sortants. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, et c'est un chiffre vraiment, moi, qui m'a interpellé, c'est le village des athlètes pour les Jeux Olympiques, qui est à côté de Saint-Denis. Est-ce que vous avez une idée du nombre de camions qui transitent par jour? Juste un chiffre. Par jour. 400 camions, donc à 100 près, fois 100, 400 camions par jour. Donc imaginez, au sein d'une petite zone qui ne fait même pas 5 km², 400 camions qui doivent venir être déchargés et aussi repartir. Nuisance sonore, pollution et ce qui va avec. Donc là, et ça là, je parle que d'un des chantiers au niveau de la métropole. Donc vous imaginez au niveau de la métropole avec tous les chantiers, voilà ce que ça peut générer. Alors, par rapport à ça, nous on propose un nouveau modèle donc, qui fait partie de notre expertise, c'est de dire il faut penser autrement, il faut réguler, il faut plutôt revoir les flux qui arrivent sur les chantiers. Aujourd'hui, ce flux-là n'est pas coordonné et c'est ce qu'on se propose plutôt de faire. La première, c'est en massifiant les flux. Alors, en massifiant les flux via un centre de consolidation, donc ça existe énormément en Angleterre et en Belgique. Aujourd'hui, vous n'allez pas livrer directement sur les chantiers. On passe toujours par des centres de consolidation et ce qui permet effectivement de réguler ces différents flux. Et le choix, et là on en a parlé aussi Lucille, ça fait partie aussi de la politique de la ville. C'est-à-dire que j'interdis à ce que les camions rentrent dans ma métropole comme ça, mais il les oblige à passer. Donc ce qu'on veut dupliquer, c'est plutôt cette expérimentation et passer par des centres de consolidation. Bon, vous l'aurez imaginé, ça nous tient à cœur d'avoir un ancrage dans le Val d'Oise. Notre étude, elle a porté sur deux sites qui nous paraissent stratégiques. Alors, le premier, Bruyères-sur-Oise, encore une fois, je me réjouis de l'intervention de Lucille parce qu'elle vient valider nos choix. Le premier, c'est pour favoriser le multimodal. Et pourquoi ce choix de Bruyères-sur-Oise en termes de réflexion, même si on l'envisage plutôt à long terme, c'est que à Bruyères-sur-Oise, vous avez l'accès, on a un grand atout, c'est l'accès directement sur l'Oise. Donc on peut favoriser le transport fluvial, donc ça c'est le premier axe. Et le deuxième, vous avez une ligne de chemin de fer qui part directement de Bruyères-sur-Oise vers Paris. Et donc on peut travailler vraiment sur cette notion de multimodal, soit le routier, soit le ferroviaire, soit le fluvial, en fonction du besoin. Bon, ça c'est le premier axe de réflexion. Et le deuxième, c'est au niveau de Saint-Ouen-le-Monde, qui a un bon bassin en tout cas de la logistique au sein de la communauté d'agglo. Avec qui on a trouvé déjà un premier partenaire qui s'appelle Scalès, qui est au bourg de l'Oise, qui souhaite travailler avec nous, en tout cas sur cette offre-là, avec ce centre de consolidation. Donc, c'est le deuxième point dont j'avais parlé, c'est favoriser le multimodal. C'est sortir un peu de cette théorie qui est tout routier. Moi, je viens plutôt de ce milieu-là, plutôt le chantier, et je vois encore des livraisons d'urgence. Je ne peux pas imaginer qu'un projet qui a une durée de 18 mois entre la conception et la réalisation, on est encore à être dans la précipitation et demander le matériel à la dernière minute. Donc, d'où le positionnement Bacalog, de se positionner très en amont pour alerter les acteurs et aussi anticiper la chaîne. Et ce qui favoriserait aussi cette approche multimodale. Et après, le dernier point, une fois on aurait livré potentiellement au fluvial, c'est utiliser des moyens qui sont décarbonés, et ça existe surtout avec l'e-commerce qui émerge au sein de Paris. Et là, on a parlé aussi, Lucille, c'est cet enjeu de la livraison du dernier kilomètre, en tout cas, qu'on veut. Voilà. Alors, notre approche aussi, c'est on est dans la logistique collaborative. On n'utilise que les capacités résiduelles des acteurs existants pour ne pas encore, par rapport à cette approche écologique, pour ne pas faire des investissements ad hoc qui viendraient alourdir l'équation économique et surtout l'impact écologique. Donc, on est dans cette mutualisation entre les différents moyens qui existent.
Alors, ce projet-là, on l'a initié il y a 4-5 mois en termes de réflexion. Donc, on a échangé avec quelques acteurs du milieu académique. On a aussi échangé avec les différentes collectivités pour bien le construire et voir l'intérêt économique. On espère terminer cette étude-là de faisabilité, et c'est en bonne voie, voire même y compris sur le financement d'ici fin d'année. En termes d'expérimentation, on a quelques pistes, mais on aimerait bien expérimenter à partir du Val d'Oise quelques chantiers à partir de ce territoire-là qui nous permettent plutôt de massifier, parce qu'on a besoin de créer un peu l'amorçage par rapport à ce centre de consolidation avec quelques chantiers qui sont locaux, et par la suite plutôt favoriser et créer le multimodal avec des acteurs avec qui on est déjà en échange. Et on l'espère bien que ce modèle-là soit plutôt dans un modèle industrialisé à horizon plutôt 2023. Alors l'intérêt, donc j'en ai parlé, ça part plutôt des constats qu'on avait faits, c'est plutôt par rapport à la région et tout ce qui est collectivité, c'est moins de pression sur le foncier, moins d'embouteillage, et qui dit moins camions qui circulent, bah forcément moins de baisse de CO2 et aussi la gêne sonore que ça en découle. Et si vous habitez dans les zones où il y a forte densité à Paris, où il y a des chantiers, bah déjà sortir votre voiture, bah ça reste quelque chose d'extrêmement compliqué. Et pour le Val d'Oise, bah c'est quand même, si on crée ce centre de consolidation au sein du Val d'Oise, bah c'est quand même un projet de créateur d'emplois. Et aussi, moi j'aimerais bien en tout cas que le Val d'Oise soit un peu porteur aussi ce projet-là pour avoir une vraie solution autour de la transition écologique et qu'elle soit aussi innovante. Alors, surtout pour les acteurs aussi du chantier, aujourd'hui, le mot qui règne au sein du chantier pour tout ce qui est gestion matérielle, c'est la débrouille. C'est le camion là, vous déchargez là, on verra après comment on va faire. Donc nous, l'idée, c'est aussi structurer cette approche-là pour qu'on est dans une approche aussi lean qui est, on va servir le chantier à flux tendu, c'est-à-dire on va servir par rapport à l'avancement de la production. C'est pas quand le matériel est disponible, je vais livrer et ça va rester stocké, c'est en fonction de l'avancement et du cadencement du chantier qu'on va cadencer également les différentes livraisons. Et donc, ce qui leur permet aussi de structurer et gagner plutôt en productivité. Je rajoute juste aussi pour le dernier point, parce qu'on a échangé aussi avec les différents fournisseurs, l'intérêt aussi pour les fournisseurs, aujourd'hui ils livrent au sein de Paris. Donc le coût de la livraison du dernier kilomètre leur coûte extrêmement cher. Et synchronisé entre les différents acteurs, ben, on retrouve un peu les ingrédients de la difficulté de la livraison du dernier kilomètre. Et le dernier, c'est plutôt en tout cas bénéfice, c'est plutôt pour Aropa qui sont les acteurs de tout ce qui est fluvial et VNF, c'est plutôt aussi, il y a une volonté globale de favoriser tout ce qui est fluvial et on pense que notre projet le permettra. En tout cas, on voit le bénéfice pour les différentes parties prenantes. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que c'était bien clair. Merci beaucoup, Karl, pour votre parole. Comme vous avez dit, décharger des produits comme appui sur Oise, après par le fluvial, le transport vers Saint-Parlement, décharger, recharger, il est quand même consommé d'énergie. Alors, il y a un rapport. Aujourd'hui, l'intérêt en termes de déchargement, c'est-à-dire que vous allez regrouper, et dans le fait de regrouper, si je reprends plutôt mon exemple, vous avez un chantier. Aujourd'hui, puisque les flux ne sont pas mutualisés, le fournisseur va livrer un par un en fonction des demandes qui sont faites. Quand vous commencez à consolider, lui aussi peut massifier sa livraison en une seule fois, parce qu'il sait qu'il a un seul centre de consolidation, et nous on régule ça en tout cas avec lui. Et donc le fait de regrouper plusieurs livraisons nous permet de travailler un peu sur ce coût-là de chargement et déchargement et ne pas le faire d'une façon éclatée. Aujourd'hui, par rapport au modèle actuel, chaque conducteur de travaux, chaque chargé d'affaires fait sa livraison d'une façon unitaire. Et moi, j'ai eu ça par rapport à mon expérience professionnelle. J'avais deux chargés d'affaires dans mon équipe. Celui le matin qui demande une livraison et celui qui demande l'après-midi. On travaille pour la même entité et aussi pour le même chantier. Qu'est-ce qu'il fait le fournisseur? Il mandate un transport dédié pour chaque demande. Parce que son raisonnement et son processus, il est fait d'une façon unitaire. Alors quand vous regroupez, il sait qu'il a deux demandes à un seul endroit. Donc du coup, il y a cette massification qui se fait. Si je peux me permettre, en fait, dans la littérature, en fait, on utilise aussi le mot mutualisation. Oui. C'est-à-dire, voilà, il y a pas mal effectivement de chercheurs qui travaillent un petit peu sur cette idée. C'est-à-dire effectivement le fait de mutualiser en fait des livraisons ou effectivement, voilà, donc, du matériel, ça permet effectivement donc d'optimiser en fait cette
Merci beaucoup Tariq pour votre intervention. Je me permets maintenant de donner la parole à deux intervenants. Donc, tout d'abord monsieur Rafik Apsi et monsieur Karim Labadi qui travaillent tous deux au sein de l'EKME-PMI. Voilà, vous passez les slides, exactement. Et donc, ils vont présenter aussi bien les activités de recherche au sein de l'établissement que l'importance vraiment de travailler sur les aspects de R&D appliqués à la logistique. Merci beaucoup. Bonjour, je me présente, donc je suis Rafik Apsi, directeur de recherche à l'EKME-PMI. Je vais être assez court, je vais faire une présentation globale de l'école et de l'activité de R&D à l'école avant de passer la parole à mon collègue qui va parler beaucoup plus de logistique, qui est le thème de cette matinée. Alors, donc l'EKME-PMI. Donc je vais parler essentiellement de la formation principale, parce qu'on a d'autres formations par alternance, qui sont la formation ingénieur en génie climatique et énergétique, et la formation récente qui est en alternance en convergence énergie-data. Mais la formation classique, donc c'est une école à prépa intégrée, suivie d'un cycle ingénieur qui est organisé en deux parties. Il y a une partie en 2 années, un tronc commun obligatoire, c'est ce qui fait le diplôme d'ingénieur généraliste, suivi par des spécialités qui sont organisées en pôles. Donc nous avons 3 pôles, donc 2 filières par pôle. On a les 2 filières énergétiques et ville du futur et ingénierie des systèmes embarqués qui font partie du pôle énergie, suivi du pôle industrie, mécatronique et productique industrielle et logistique et achat industriel. Donc c'est la partie qui sera détaillée par mon collègue. Et enfin, on a le pôle IT et services avec les 2 filières, gouvernance des réseaux et management des systèmes d'information et ingénierie financière. Au niveau de l'activité de R&D à l'école, donc l'activité de R&D est menée au niveau du laboratoire qui est le LR2E, laboratoire de recherche en éco-innovation industrielle et énergétique, qui est organisé en 3 axes. Donc il y a l'axe, je vais commencer par énergétique et ville du futur, l'axe mécatronique et système embarqué, et l'axe qui va concerner la présentation d'aujourd'hui, c'est l'axe productique et logistique verte qui sera détaillé par mon collègue. Donc pour achever ma courte présentation, je vais insister sur le fait que l'EKME-PMI, c'est une école qui est sur un aspect pragmatique et concret de la formation. Donc on forme des ingénieurs qui sont destinés à répondre et résoudre des problématiques pratiques au niveau des entreprises. Et de la même manière, donc notre recherche est une recherche finalisée destinée à résoudre des problématiques sociétales et industrielles. Voilà, je vais donner la parole à mon collègue. Voilà, éventuellement, voilà, rapidement, on a des plateformes technologiques, la plateforme Tesla, la route électrique du futur, Trevis, c'est la plateforme vibratoire, Transen, c'est le laboratoire au Muro, transition énergétique, et le Petrilab, donc c'est le laboratoire qui va concerner la présentation de mon collègue, qui est à appliquer avec des applications productives et logistiques. Voilà. Donc là, c'est bon, je pense. Très bien, merci Rafik pour cette introduction. Donc bien sûr, pour ma part, il s'agit de zoomer un petit peu sur la thématique d'aujourd'hui, donc à savoir donc la logistique, sachant que bien sûr, comme l'a dit mon collègue, donc au sein de l'école, donc nous avons 3 pôles, et parmi donc les pôles qui nous concernent aujourd'hui, donc c'est le pôle industrie et logistique dont je suis donc le responsable. Alors, hop, j'ai fait une petite bêtise. Je vais faire. Il faut appuyer sur ces flèches, c'est ça? Très bien. Alors, rapidement, donc, il faut savoir que donc, ce pôle industrie et logistique, donc d'abord du point de vue, bien sûr, volet formation, donc il est constitué, si vous voulez, de 2 filières, donc de dernière année du cycle ingénieur, à savoir donc un PI qui est orienté vers la mécatronique et la productique industrielle, et puis bien sûr, vous avez donc une deuxième option qui s'inscrit dans le même pôle, à savoir LGA, donc logistique industrielle et achat. Alors, très rapidement, donc nous formons des ingénieurs MPI, c'est des ingénieurs qui vont pouvoir évoluer essentiellement au cœur des systèmes, c'est-à-dire au cœur, si vous voulez, donc des systèmes industriels,
avec une double compétence à la fois technique, sachant que bien sûr ils sont capables, si vous voulez, donc de travailler sur l'automatisation des systèmes, sur la robotique, sur la qualité, sur la maintenance, mais aussi c'est des ingénieurs aussi destinés, si vous voulez, donc à occuper des postes à responsabilité, notamment en termes de management industriel. Et justement, la filière LGA vient s'incorporer tout simplement autour, si vous voulez, donc de systèmes industriels, c'est-à-dire pour pouvoir maîtriser tout simplement donc les flux à la fois matériels, les flux d'informations, les flux financiers, avec bien sûr des compétences dont ils touchent tout simplement la chaîne logistique de bout en bout, à savoir bien sûr la supply chain management, la gestion de stock, la stratégie, la planification, etc. Avec encore une fois, si vous voulez, donc une double casquette à la fois technique, sachant que nos ingénieurs, si vous voulez, donc ils sont capables de maîtriser à la fois des outils de modélisation, de simulation, de calcul, etc. Mais ils ont aussi cette casquette de gestionnaire, donc de manager, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les compétences visées par rapport à cette formation, c'est-à-dire en logistique? Bien évidemment, le but, c'est de pouvoir gérer et optimiser des flux de la supply chain, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, information, financier, matériel, pouvoir optimiser les coûts et les délais, maîtriser la planification logistique, sachant que bien sûr il y a les trois niveaux, à la fois le tactique, le stratégique et opérationnel, et bien sûr pouvoir aussi maîtriser tous les processus donc liés aux achats. Et puis bien sûr, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, aujourd'hui on est bien sûr dans un environnement, en fait, si vous voulez, où on est obligé, donc si vous voulez, de respecter un petit peu les contraintes liées au développement durable. Donc il faut avoir cette capacité à maîtriser l'impact tout simplement sur l'environnement. Alors nous avons donc un enseignement qui repose, si vous voulez, sur bien sûr deux niveaux. Il y a un niveau théorique et un niveau pratique, sachant qu'en dernière année, nous avons une politique au sein de l'école où on peut dire que 90% de nos intervenants sont des professionnels, en fait, qui sont du métier. Donc ils sont là afin tout simplement donc de pouvoir donc donner à nos élèves donc en fait donc leur expérience justement pour faire cette transition entre école et tout simplement donc milieu industriel. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons bien sûr plusieurs briques en termes de cours qui sont proposés, donc des cours qui touchent à la supply chain management, des cours qui touchent sur le management industriel, la modélisation et simulation de tout ce qui est plateforme industrielle et sous-traitance, marketing et achat, et puis la maîtrise aussi des systèmes d'information, ce qu'on appelle les ERP, techniques de gestion de production assistée par ordinateur. Et puis bien sûr, il y a un stage de dernière année, donc nous travaillons avec plusieurs entreprises qui nous font confiance, notamment par rapport aux stages donc, de dernière année, c'est-à-dire les stages de fin d'études de 6 mois. Et puis, bien sûr, avec ces entreprises, nous développons aussi un certain nombre de projets, notamment, voilà, ça peut être aussi sous forme, si vous voulez, donc de thèse de doctorat ou tout simplement de prestations industrielles. Alors maintenant, je passe justement au volet recherche. Quel est l'objectif? L'objectif consiste tout simplement à vous donner un petit aperçu par rapport justement à nos activités dans cet axe, sachant que, bien sûr, on s'intéresse à plusieurs domaines, bien sûr, l'industrie, la logistique, la mobilité et le transport. D'une manière générale, si vous voulez, notre objectif consiste essentiellement à développer, si vous voulez, des outils à la fois de modélisation et de simulation pouvant tout simplement nous permettre d'analyser et d'optimiser en fait donc ces systèmes. Pour nous, en fait, au sein des CAM PMI, c'est-à-dire un système logistique, un système de transport, en fait, il est vu tout simplement comme un système, c'est-à-dire similaire à un système énergétique, similaire, si vous voulez, donc à un système mécanique, etc. C'est-à-dire, on a cette vision qui va nous permettre tout simplement de reproduire et d'essayer d'imiter, en fait, la dynamique de ces systèmes, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des formalismes ou des outils qui vont nous permettre justement donc de pouvoir tout simplement les analyser, de les améliorer ou bien de les optimiser. Notre activité recherche, comme l'a signalé mon collègue, repose sur plusieurs plateformes. Donc, parmi ces plateformes, nous citons tout d'abord la plateforme dite Petrilab. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une vraie chaîne de production. Elle est à l'échelle réelle. C'est une ligne de production qui est, en fait, si vous voulez, dédiée pour tout ce qui est produits pharmaceutiques, mais peu importe, en fait, c'est-à-dire
on aurait pu avoir une ligne de production de yaourt, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est plus en fait le système lui-même, puisque généralement, en fait, les systèmes sont assez similaires du point de vue automatisation, du point de vue processus, etc. Donc, ce système qui est concret nous permet, si vous voulez, donc, de réaliser donc, des études afin tout simplement de tester et de valider un certain nombre tout simplement donc, de modèles ou tout simplement, si vous voulez, de techniques que nous développons dans le cadre donc, de nos activités de recherche. Vous avez à la fois donc une plateforme industrielle, mais vous avez aussi bien sûr toute une plateforme informatique qui accompagne en fait, donc, cette structure. Autrement dit, bien sûr, dans la plateforme informatique, nous avons des logiciels justement qui sont dédiés pour travailler sur la productique, pour travailler sur la logistique industrielle, et ainsi de suite. Avec toujours cet objectif principal qui est la modélisation, l'assimilation et l'optimisation de flux. On s'intéresse à la fois à des aspects technologiques, à des aspects organisationnels et à des aspects aussi conceptuels. La deuxième plateforme qui a été citée aussi par mon collègue, c'est la plateforme Tesla. Alors, cette plateforme, elle a été créée en fait vers les années 2016 avec un objectif orienté vers la mobilité du futur. Alors ici, on est beaucoup plus sur des aspects technologiques et parmi les principaux projets que nous développons au sein de cette plateforme, ça concerne justement la route électrique. Alors, comme vous le savez tous, c'est ce qui freine aujourd'hui le développement du véhicule électrique. Si vous voulez, il y a à la fois, bien sûr, l'autonomie, mais aussi la durée de recharge. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de chercheurs, si vous voulez, qui s'acharnent, qui s'intéressent, en fait, à l'amélioration, si vous voulez, des batteries actuelles, mais aussi de développer, si vous voulez, des bornes de recharge rapide. Mais il y a d'autres qui essayent tout simplement d'essayer d'apporter de nouvelles solutions. Et parmi ces solutions, vous avez, bien sûr, la route électrique, c'est-à-dire peut-être demain, dans le futur, on va voir des tronçons qui vont apparaître, qui sont tout simplement voilà, des tronçons dits électriques. Alors quel est le principe? Le principe tout simplement, la voiture va pouvoir se charger directement via la route avec ce qu'on appelle voilà, un transfert sans contact, c'est-à-dire c'est exactement le même principe que voilà, ce que vous avez aujourd'hui dans en fait, comment ça s'appelle? C'est-à-dire le principe de champ magnétique que vous avez sur bon, l'induction, exactement, c'est le mot qui me... voilà. Donc, justement, parmi ces projets, comme j'ai dit, donc, la route électrique, mais il n'y a pas que ça, sachant qu'au sein de ce laboratoire, au sein de cette plateforme, nous travaillons aussi sur, justement, le véhicule électrique, nous travaillons aussi sur tout ce qui touche, en tout cas, aux nouvelles technologies, avec une vision un peu futuriste de ce qui va se passer, donc, demain, à la fois par rapport à la mobilité, mais aussi par rapport au transport. Et puis pour finir, donc, par rapport à ces plateformes, nous avons aussi donc, notre Fab Lab qui se trouve donc, au Muro, donc c'est Transen. Alors, nous avons en fait, bien sûr, il y a plusieurs équipements, il y a plusieurs, si vous voulez, bancs tout simplement de tests, etc. Et nous avons en fait, si vous voulez, donc une partie qui est dédiée pour les drones. C'est-à-dire on a plusieurs types de drones, plusieurs catégories de drones. Et parmi les drones qu'on a, on a des drones transporteurs en fait. Nous faisons travailler au sein de ce Fab Lab nos élèves sur justement l'exploitation et l'application des drones pour la logistique. Encore une fois, on a une vision aussi un peu futuriste par rapport à ça. Et il y a de réelles applications pouvant être développées, notamment par rapport à l'inspection d'entrepôts, gestion d'inventaire, etc. Autrement dit, si vous voulez, un drone, il peut être équipé par exemple de lecteurs de type code barre ou bien de lecteurs RFID. Donc ça permet au fait aux gestionnaires tout simplement de pouvoir faciliter donc soit l'inspection, soit tout simplement la gestion d'inventaire. Et comme j'ai dit, donc, nous avons donc des élèves que nous faisons travailler un petit peu sur ces applications-là, qui nécessitent bien sûr du codage, mais aussi bien sûr des techniques technologiques un petit peu qui vont nous permettre tout simplement d'arriver donc au développement de ces applications. Après les plateformes, donc je vais essayer de vous donner une petite idée un petit peu de ce que nous avons développé récemment comme projet ou comme thèse de doctorat également, on en parlera. Alors,
un projet qui vient de se finir. Donc ça s'est terminé en mai 2021. C'est un projet que nous avons mené avec donc des partenaires, à la fois donc bulgares, des partenaires donc finlandais, mais aussi des partenaires ukrainiens. Donc c'est un projet financé par l'OTAN. Donc quel est l'objectif de ce projet? Donc comme vous savez tous, donc aujourd'hui les systèmes deviennent de plus en plus communicants, de plus en plus, on va dire, intelligents, avec tout simplement l'introduction de toutes ces nouvelles technologies. C'est le cas justement à la fois de l'industrie 4.0, c'est le cas aussi de la logistique 0.0. Donc ici, l'objectif, c'était tout simplement d'anticiper, il s'agit d'anticiper, donc d'essayer de développer en fait des outils et des techniques qui permettent justement d'assurer, si vous voulez, donc la sécurité de ces systèmes. Autrement dit, comme vous le savez, ces systèmes ils sont vulnérables tout simplement donc à des cyberattaques. Et justement, donc l'objectif, c'était effectivement de développer donc des démonstrateurs, mais surtout des outils qui vont nous permettre justement d'assurer donc la sécurité donc de ces systèmes-là. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi donc à rédiger ici une petite synthèse un petit peu du travail réalisé, de nos résultats sous forme d'un livre. Alors si vous voulez, d'une manière simple, la structure un petit peu de la plateforme qui a été développée ressemble tout simplement donc à ce que vous voyez sur ce slide. Bien sûr, le niveau de sécurité, ça va reposer à la fois sur des techniques classiques connues, notamment dans les systèmes d'information, mais bien sûr, on va plus loin parce qu'en fait, bien sûr, ces techniques, elles ont ses limites, elles ont leurs limites en quelque sorte, et du coup, donc, nous avons réalisé une deuxième barrière, en fait, par rapport à la protection donc, de ces systèmes, en mettant en place donc notamment des algorithmes qui reposent sur l'intelligence artificielle, mais aussi les réseaux de Petri, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, il s'agit tout simplement des outils de modélisation et d'optimisation donc, de ces systèmes. Comme on peut le voir ici, donc, vous avez les 3 niveaux qui sont tout simplement représentés. Alors, comme j'ai dit, ce projet s'est terminé donc, tout récemment, donc en 2021. Après, au niveau des thèses les plus récentes, si vous voulez, nous avons donc plusieurs problématiques que nous avons traitées dans le cadre donc, de thèses de doctorat. Donc, c'est des projets, bien sûr, de 3 années pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, parmi les thématiques les plus récentes sur lesquelles on a travaillé, nous avons travaillé donc, sur les systèmes de transport en libre service. Alors, comme vous savez tous, ces systèmes fleurissent un peu partout dans le monde entier. On a commencé par les vélos. Par la suite, aujourd'hui, donc, il y a aussi, bien sûr, les voitures en libre service, etc. On est dans la mobilité, enfin, la mobilité des personnes. Ce n'est pas forcément la mobilité des marchandises, mais pour nous aussi, c'est de la logistique. Donc, ces systèmes, dans l'évolution, on va dire, elle est fulgurante. Donc, on peut croire que, voilà, c'est un grand succès, mais ce succès cache réellement énormément de problématiques, comme vous le savez tous. Et ça va être désagréable au fait de se retrouver c'est-à-dire dans une station où il n'y a pas de vélo, par exemple, où il n'y a pas de voiture. Ou bien j'arrive pour remettre mon vélo, on va se retrouver face tout simplement à une station qui est pleine. Alors c'est des systèmes qui sont très, on va dire, stochastiques, aléatoires. On ne connaît pas à l'avance au fait les déplacements, on ne connaît pas forcément à l'avance la dynamique qu'il y a derrière. Donc justement, c'est un sujet très mathématique derrière, c'est de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire comment pouvoir dimensionner ces systèmes, comment pouvoir en fait assurer la régulation afin de pouvoir justement créer un équilibre en fait entre les différentes stations, etc. Donc sur ce sujet, nous avons pu développer donc 2 thèses. Une thèse avec en collaboration, si vous voulez, donc avec un laboratoire à l'université de Metz. Donc, avec notamment des aspects simulation et couplage simulation, et tout ce qui est ordonnancement et rééquilibrage donc, des systèmes de vélo en libre service. Une autre thèse avec une collaboration avec un laboratoire à Oran, à Lyon, en Algérie. Donc, si vous voulez, donc, on est sur la même thématique, mais avec une orientation plus évaluation de performance. Une autre thèse très très récente, c'est une collaboration avec l'université de Tlemcen. Cette thèse a porté sur l'optimisation en fait des systèmes de stockage dans des entrepôts automatisés, etc.
Donc, comme vous le savez tous, donc, les entrées, les sorties en fait, de marchandises, etc. Donc, il faut que ça soit optimisé. Donc, ça cause à la fois des problèmes d'ordonnancement, des problèmes de placement, etc. Trouver donc des organisations et des scénarios, on va dire, qui optimisent au fait toute cette dynamique de flux a été tout simplement donc l'objectif de cette thèse. Et puis, celle-là, c'était réellement ma thèse, donc elle date, donc c'est de 2005, c'est une thèse que j'ai effectuée au sein de l'Université de technologie de Troyes, donc soutenue en 2005. Et là, au fait, l'objectif a été de mettre en place, de développer tout un nouveau formalisme qui va nous permettre, en fait, de pouvoir modéliser et de simuler donc une chaîne logistique de bout en bout, tout en prenant en compte, si vous voulez, les 3 flux intégrés dans le modèle, à savoir le flux matériel, le flux d'information, mais aussi le flux financier. Et puis, bien sûr, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Nous avons, bien sûr, plusieurs publications qui prouvent la pertinence au fait de nos travaux. Donc, sans rentrer dans le détail, là par exemple, vous avez donc la technique qui a été développée pour pouvoir maîtriser les systèmes de transport en libre service. Ici, on est à peu près sur la même thématique aussi, mais on s'est intéressé beaucoup plus aux problèmes d'ordonnancement. Et puis pour finir ici, vous avez un autre article où on a tout simplement travaillé sur l'optimisation de toute une ligne de production, voilà, de produits pharmaceutiques tout simplement. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, nous avons, si vous voulez, donc au sein de notre laboratoire, au fait, donc des outils, des compétences qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'accompagner ou de travailler avec des industriels afin tout simplement donc d'apporter des solutions nécessaires pour leurs problématiques. Nous avons aussi la possibilité bien sûr de travailler sur la base aussi de stages de dernière année. Donc chaque année nous avons en fait juste pour les 2 promos dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir MPI et LGA, nous avons une 60aine d'étudiants. Donc voilà, donc comme vous le savez, KMEPMI est une école qui a été créée par des industriels. Donc voilà, l'objectif consiste à, si vous voulez, donc à former des ingénieurs de terrain. Donc voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup à mes 2 intervenants pour leur présentation, notamment de l'axe recherche au sein de l'UQAM-PMI et tout ce qui concerne la recherche opérationnelle et l'enjeu de l'optimisation. Pour terminer, je vais dès à présent passer la parole à M. Antoine Bellière. Antoine Bellière, professeur des universités, co-responsable du Master Management Logistique et du cursus Master en ingénierie à CY Paris Université. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Par rapport à ce qui était présenté, qui était plutôt orienté aux recherches opérationnelles, notre formation, les formations qu'on offre à l'Université de Cergy, beaucoup plus liées aux opérateurs, au management, et orientées pour les salariés et les cadres de systèmes déjà existants. Alors la question logistique, on l'a vu, est centrale et vit une mutation importante à travers la digitalisation, l'e-commerce et les questions environnementales, ce dont notre université est tout à fait consciente et accompagne et investit de manière très forte par le recrutement de nouveaux collaborateurs, de nouveaux enseignants et chercheurs. Et notamment au sein de la refonte autour de CY Tech, de CY Paris-Cergy Université, un pôle qui est celui de CY Transport. On avait traditionnellement à Cergy des formations depuis le post-bac et jusqu'au doctorat
des blocs qui étaient relativement séparés. L'idée, c'est de les regrouper au sein de CY Tech. Alors, c'est juste ici un rappel de l'offre qui va des DUT, donc de l'IUT qui est à Argenteuil et qui va être relocalisé d'ici quelques années, 2025 je crois, à Neuville, donc qui va permettre aussi de renforcer le pôle autour à proximité de Cergy. Et les DUT vont passer en but donc de 2 à 3 ans. Et notre formation part donc des DUT et va jusqu'au doctorat. Donc l'idée, c'est de regrouper, de coordonner et de rendre visibles aussi ces formations en mutualisant certaines offres et en favorisant les passerelles de l'un à l'autre, ce qui fait du pôle de Cergy en termes d'accompagnement un des pôles principaux à l'échelle de l'Île-de-France dans ces formations et qui est complète. Et là aussi, est très fortement tourné vers l'entreprise et vers l'emploi. On a un très beau taux d'insertion des étudiants conformes, quel que soit le niveau. Et c'est une des particularités dans le paysage universitaire francilien de Cergy. Et donc les liens qu'on essaie de cultiver avec les entreprises sont extrêmement importants. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc on a une dizaine de parcours sur lesquels je vais passer peut-être assez rapidement. Certains concernent la logistique, mais on a aussi d'autres volets de formation dans le transport de voyageurs et le transport public. Voilà. Donc le but, les licences professionnelles, 3 masters, le CMI, cursus master en ingénierie, qui accompagne les étudiants dès la première année et jusqu'à Bac+5. Ça le sent sur des licences existantes et en leur assurant un complément de 20% de cours en plus concernant sur les transports et le doctorat. Le but, alors concernant plus spécifiquement la logistique, c'est une formation, je dirais, pour des salariés responsables de quai ou d'agences qui sont en alternance. C'est aussi l'alternance qu'on va retrouver également au niveau du master. 3 jours en entreprise, 2 jours, alors ça c'est, bon, là c'est plutôt par semaine, ou une semaine, 2 semaines par mois en entreprise et 2 semaines de cours qui sont orientés sur pour former donc des futurs salariés et collaborateurs dans la supply chain et pour le transport. Les licences professionnelles, alors qui s'inscrivaient dans la continuité des IUT avec une spécialisation pour le transport de marchandises et également pour ce qui concerne la gestion des réseaux ferrés. Donc ça se passe à Argenteuil, le management de la chaîne logistique donc qui poursuit, toujours avec ce système d'alternance. Vous avez les liens pour plus de détails et de personnes du centre de formation, les 3 qui seront là aussi pour répondre aux questions des responsables d'entreprise qui seront intéressés pour accueillir des étudiants. 3 masters, donc 2 en transport public, un qui est vraiment exploitation et développement des réseaux de transport public en formation avec la RATP, Keolis, d'autres. Donc là c'est vraiment plutôt du transport public. Management logistique qui forme des cadres pour la fonction publique territoriale. Je suis moi-même géographe, donc cette question de territorialisation, de développement des réseaux, de politique publique, de gestion du foncier et d'insertion de l'activité logistique dans un système territorial qui est plus large est un élément qui est important et à prendre en compte, notamment sur l'acceptabilité de certaines installations logistiques. On est plus sensible. Donc, et les étudiants qui sont formés en management, en transport, territoire, environnement, ont cette double compétence, fret et voyageurs. Enfin, la question des étudiants de management logistique, eux sont dans des alternances dans des entrepôts ou dans le pilotage des chaînes logistiques, notamment pour l'industrie automobile. On a des liens
un peu partout, c'est autour de Roissy aussi, avec Airbus Industrie. Et donc, c'est la dimension, je dirais, plus appliquée, peut-être moins ingénieure que ce qui est proposé par le CAM, ce qui a été présenté. Le cursus master intégré, donc c'est sur une entrée sélective dès la première année de licence. Donc les étudiants suivent le cursus complet de licence géographie aménagement et ont des cours qui sont spécifiques de 20% en plus et sont aussi invités à participer aux activités, notamment les nombreuses sorties de terrain, les rencontres qu'on fait avec les entreprises en France et à l'étranger au niveau des masters. Ça passe pas? Oh là, je suis désolé. C'est un peu tard. Voilà. Et alors, là aussi, la structuration en CY Transport permet d'identifier le potentiel de recherche. Et à compter du 1er janvier 2022, va se monter un laboratoire en partenariat avec des chercheurs du CEREMA qui sont basés à Lille et à Nantes sur ces questions logistiques. Alors, là aussi, avec une forte dimension territoriale de politique publique, logistique et système de transport, fret et voyageurs, ce qui en fait une spécificité. Mais ce rapprochement peut être particulièrement intéressant de comprendre la dynamique et les logiques des décisions publiques, que ce soit pour la logistique urbaine, par exemple, ou pour les grands aménagements logistiques en zone périphérique et sur les corridors de transport européens. Donc, replacer ça à ces échelles. Et donc là, c'est quelque chose qui est en cours de discussion, bien avancé, et qui sera lancé prochainement et qui est susceptible d'accueillir des thésards avec des thèses qui peuvent être financées par le CEREMA, par l'université ou par des appels d'offres ou en partenariat avec des entreprises. Alors, comment est-ce que CY, la formation qu'on offre, peut intéresser les entreprises? D'abord, c'est dans l'alternance accueillir des étudiants qui seront peut-être de futurs salariés, certainement de futurs salariés s'il y a une satisfaction. Répondre aussi aux besoins particuliers des entreprises et assurer la formation continue des salariés dans vos entreprises et leur permettre d'accéder à des diplômes et à des compétences, notamment aussi via la valorisation des acquis de l'expérience. L'idée, c'est qu'il y ait un échange entre le monde universitaire, académique et la formation et le monde professionnel. On a des liens avec des entreprises. On souhaiterait approfondir les liens avec les entreprises locales, même si certaines sont déjà partie prenante de nos réseaux, de différentes manières. Une manière très simple, c'est d'accueillir des visites pour montrer la réalité du terrain et échanger avec les professionnels, visite d'entrepôts, visite d'entreprises, voire des petits séminaires, des choses qu'on a organisées par exemple avec le port de Gennevilliers, présentation, travail par équipe et restitution devant un jury de professionnels. C'est un modèle qu'on emploie beaucoup. Bien sûr, pour la taxe d'apprentissage, nous preneurs qui permet de financer ces formations. D'autre part, nous pouvons aussi solliciter des professionnels pour participer à ce qu'on appelle des conseils de perfectionnement, c'est-à-dire de valoriser et d'évaluer la formation elle-même. Donc dans l'évaluation des cours, on a un retour des étudiants, mais le regard des professionnels paraît important pour que nos enseignements puissent accompagner l'évolution qui est extrêmement dynamique de ce secteur. Et d'autre part, bien sûr, certains professionnels interviennent régulièrement chez nous dans le cadre de cours et des cours qui sont très appréciés par nos étudiants. L'idée, c'est bien cette continuité et ces échanges qu'on souhaite développer avec le monde professionnel local, notamment de la logistique, de l'entreposage et du transport autour de nos formations. Et pour que les étudiants, il y a une fluidité et des passerelles entre ces deux mots. C'est, je pense,
un des points de la marque de fabrique de CY en général, et qu'on applique ici au transport et à la logistique. Voilà, et dans la salle, vous avez sont 3 collaborateurs aussi qui pourront répondre à vos questions pour la séance d'échange qui va suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, MDR, pour cette présentation de l'offre de formation de CY Transport. On voit vraiment bien l'enjeu, encore une fois, de travailler à l'échelle locale et des différentes solutions qui sont proposées sur le territoire et le campus Cergy-Pontin. Alors, avant de redonner la parole aux experts via la séance de questions-réponses, je vais donner la parole à Rodolphe Perron. Perron, chargé de mission en relation enseignement supérieur et entreprise, recherche et innovation au CZ95. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis chargé de mission relations enseignement supérieur et entreprise au comité d'expansion économique du Val d'Oise, qui est l'agence de développement et d'attractivité des territoires du Val d'Oise. Et dans ce cadre, je suis secrétaire général de l'association CZ95, Carrefour Enseignement Supérieur Entreprise du Val d'Oise. Le CZ95 a été créé en 1995 par les mouvements, le mouvement d'entreprise, enfin aujourd'hui le MEVO, la CCI Val d'Oise et puis le département du Val d'Oise. Le CZ95 met en rapport les établissements d'enseignement supérieur du Val d'Oise et les entreprises du département autour de l'insertion professionnelle, donc permettre aux jeunes d'intégrer des entreprises locales, des entreprises de recruter en priorité dans le Val d'Oise, favoriser aussi les collaborations en matière de recherche et d'innovation, donc sensibiliser et informer les entreprises sur ce qui existe au niveau des laboratoires de recherche par spécialité. Donc c'est dans ce cadre que sont organisés les Tech Days. On souhaite aussi relancer une semaine de la recherche et de l'innovation, enfin une semaine ou un mois, enfin c'est pas encore, mais vers mars, avril, avec l'idée c'est d'avoir des visites de laboratoires de recherche et puis aussi de laboratoires au sein des entreprises, à faire connaître les deux milieux, favoriser les partenariats vraiment entre ces deux milieux. Et puis on a lancé des réflexions aussi autour de l'international, voir ce qui peut être fait entre les deux milieux toujours. Donc je remercie tout le monde d'avoir participé à cette matinée autour de la logistique, et un sujet très important. Il y a quelques semaines, il y avait encore il y avait le SITL qui était organisé à Paris. Et puis je remercie la Turbine de nous accueillir pour les Tech Days à chaque fois. CY Cergy par Université et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise pour l'organisation de ces événements. Et puis les participants de cette matinée. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez des besoins. Enfin, on est toujours là pour soutenir les acteurs locaux. Merci Rodolphe. Alors nous allons passer à la phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Teams? N'hésitez pas, il y aura un petit temps de networking après à la fin de l'événement, mais ça peut être le moment d'avoir des réponses aussi combinées de la part de l'ensemble des intervenants. Oui. Sur l'alternance, là je m'adresse à l'université, sur l'alternance pour les jeunes, quel type d'entreprise peuvent être intéressées? Est-ce qu'on est que sur du Amazon ou bien une entreprise nos entreprises industrielles du secteur peuvent être intéressées? Oui, enfin, ça c'est
jeunes montaient. On avait une visite à Metz, on a vu l'extérieur, puisque c'était... mais ça peut aller jusqu'à la PME ou aux industriels. Alors, sur le principe plutôt mensualisé pour l'IUT et hebdomadaire sur la base 3 jours en entreprise, 2 jours à l'université pour les masters. Si vous voulez compléter. On veut compléter la réponse. D'autres questions? Compléter, c'est adapté. J'ai oublié de donner le nombre d'étudiants. Hein. Il y a une 50aine d'étudiants en BTS par année et c'est 25, donc ça fait 75 par niveau pour les masters. Donc voilà, on a beaucoup de demandes et alors, on a des offres qui correspondent et l'appariement se fait, mais c'est sûr que la proximité pourrait jouer en faveur des entreprises qui nous solliciteraient. D'autres questions? Merci. Je voulais juste dire que c'est une très bonne opportunité. Ça permet de connaître un petit peu ce qui se fait chez les que ce soit industriel ou académique. Moi, j'ai plus une question peut-être à Tariq de Bataillog. Voilà, par rapport à ce qu'on a présenté en termes d'activité de recherche et KME-PMI en logistique, est-ce que pour vous, c'est des travaux qui peuvent... ça, c'est très important pour nous de savoir est-ce que ce qu'on fait peut intéresser une entreprise, une start-up, une PME, voilà, au niveau de vos besoins pratiques terrain. Complètement. Moi, je vais répondre complètement. D'ailleurs, on s'est rapproché de M. Meyer pour lui exposer la problématique parce que nous, on a vu la problématique d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire le besoin, le constat, on l'a fait. On voulait appuyer aussi notre étude par une approche académique, ne serait-ce que on a encore beaucoup d'interrogations techniques sur la solution auxquelles on ne répond pas. Est-ce que la façon de massifier le flux, est-ce qu'on prend le conteneur, est-ce que la palette, quelle est la bonne unité de manutention pour vraiment encore aller plus loin dans notre projet. Donc là, j'ai présenté un peu l'aspect fonctionnel, mais c'est un sujet de technique sur lequel tout support, en tout cas académique, pourrait nous conforter dans la pertinence et aussi le résultat qu'on pourrait donner. Et c'est l'orientation aussi qu'on veut donner à notre étude, c'est aussi donner une dimension académique et aussi bien réfléchie. Donc oui, ça nous intéresserait effectivement d'approfondir ce projet avec une approche académique. D'autres questions? Alors, je crois que Lucille est encore connectée pour répondre à des questions également si besoin. Donc voilà, n'hésitez pas, elle est encore parmi nous. Bonjour, donc Stéphane Amiot, directeur du CFA CIWA. Je voulais juste profiter qu'on a deux apprentis ou deux futurs apprentis présents parmi nous. Donc s'il y a des entreprises qui souhaitent échanger avec eux puisqu'ils sont en recherche d'entreprise, ne pas hésiter après cette réunion d'aller les voir ou de les interpeller pour pouvoir échanger sur leurs attentes et sur leurs projets et pour les accompagner à trouver l'entreprise pour leur formation. Ils sont sur un master donc management logistique. Donc merci déjà à eux d'être venus. C'est ce qui montre aussi leur motivation, leur détermination. Donc n'hésitez pas à aller les voir à l'issue de la présentation. Merci. À droite. Si vous voulez lever la main.
Donc voilà, on aura un petit temps de networking à la fin de l'événement. Effectivement, n'hésitez pas à échanger entre vous. Bonjour, Thierry Louis, je suis en projet de création d'entreprise et j'ai une question qui me taraude. C'est le tarif des containers qui explose. Alors je ne sais pas si quelqu'un pourra me répondre, mais est-ce qu'il est prévu ou est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient nous aider dans le transport, peut-être faire baisser le prix? Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que le prix du transport par container est... Parce que moi, j'envisage d'envoyer des containers sur l'île Maurice. On atteint des tarifs, et ce qui fait que mon projet est ralenti en partie à cause de ça, parce qu'un container qui devait me coûter, allez, je veux dire 2 000 €, il en est presque à 10 000 €, et ça devient... Est-ce que vous, je m'adresse plus particulièrement à monsieur, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, personnellement, on n'est pas confronté à cette pénurie parce qu'on est sur un marché domestique au sein de, en tout cas, en France. Plus à l'inverse, en tout cas les études qu'on a faites, il y a un niveau qui est disproportionné. En fait, on essaye de bénéficier de ça. C'est que les conteneurs qui rentrent au sein de la métropole sont plus importants que les conteneurs qui sortent. Donc nous, dans ce maillage-là, on ne subit pas cette pénurie. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas la clé, je n'ai pas la connaissance au niveau international. Mais particulièrement sur le marché français, on n'a pas constaté cette problématique. Parce qu'on est presque dans la transition temporaire en France. Et c'est à ce moment-là on utilise plutôt ces conteneurs. Donc, sans apporter de réponse, et sous le constat, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a eu le Covid où l'Europe a été ralentie, et donc les armements ont repositionné leurs conteneurs en Asie, en Extrême-Orient qui était plus dynamique, et donc il y a une pénurie. Et l'effet de relance fait qu'il y a une demande et donc une tension très, très forte. Et le nombre de conteneurs est limité, ils sont fabriqués en Chine. Donc on ne va pas pouvoir, c'est pas élastique. Donc il faut attendre en fait que la reprise s'atténue et que le système remette à fonctionner. Bon, alors j'ai vu aussi que la CMA-CGM plafonne. C'est parce que ça pourrait monter beaucoup plus haut, des tensions et la disposition que certains industriels ou exportateurs sont prêts à payer pour pouvoir accéder fait effectivement que ça a explosé. Mais je pense que malheureusement, vu les délais, je pense pas qu'il y ait grand-chose à faire pour améliorer. Il y a un goulet d'étranglement là, et à moins de lancer et de créer ou de remettre sur le marché beaucoup de conteneurs vides, la tension va perdurer. Et puis bon, je parlais de l'Extrême-Orient, mais il y avait aussi la désorganisation avec les coups d'accordéon, et certains conteneurs sont restés en rade quelque part aux États-Unis, déchargés. Donc il y a un système qui était relativement bien huilé et prévisible a été complètement perturbé, et on a sans doute des endroits où les conteneurs stockent. En tout cas, le volume de conteneurs existants ne correspond pas à la demande qui connaît des pointes aujourd'hui avec les phénomènes de relance. Est-ce qu'on a une idée approximative de à peu près quand on va arriver à une régularisation et retrouver des tarifs on va dire décents? Non, à ce niveau, je ne peux pas vous répondre. Ça va dépendre, je pense, de l'ampleur des effets de relance, notamment aux États-Unis et en Europe. Est-ce que on peut espérer que ce soit durable, du coup que l'activité reprenne, mais la tension va sans doute, je pense au moins pour un an et demi être importante. Mais là, c'est vraiment au doigt mouillé, quoi. Juste pour apporter un complément, nous on le subit aussi sur l'aspect palette. Il y a une explosion du prix du bois, qui se répercute sur le prix du transport. Après, pour répondre à la dernière question, quand est-ce que ça va se résorber, moi je pense, en tout cas en tant qu'entrepreneur, c'est que tout est fait, c'est l'effet un peu coup de fouet
que connaissent bien les académiciens dans la logistique, c'est la dérégulation entre l'offre et la demande. Donc à un moment, il y a forcément des acteurs qui vont flairer un peu la bonne opportunité pour construire des conteneurs. Donc ils vont un peu construire plus, ce qui va réguler le marché, ainsi de suite. Et c'est question de temps, mais malheureusement, c'est difficile de donner un pronostic sur les délais. Mais je pense que cet effet-là, il a un effet temporaire limité dans le temps et ça va se réguler par la suite parce que le marché, comme il est construit, va se réguler. D'autres questions? Bon, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être clôturer l'événement. Juste en profiter pour vous rappeler notre prochain rendez-vous qui a lieu le 7 décembre, toujours à la Turbine, entre 8h et 10h30. Et le sujet sera comment protéger son innovation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si cette thématique transverse vous intéresse. En tout cas, je tenais une nouvelle fois au nom de l'équipe organisatrice des Tech Days à remercier l'ensemble des intervenants présents ce jour et également des participants. Donc on a un petit temps de networking qui suit cet événement. N'hésitez pas à échanger entre vous et partager vos contacts. Un grand merci à tous.